savez peut-être qu'en France, le don d'organes est anonyme. Impossible de savoir à qui appartient le cœur ou le foie que l'on reçoit d'un donneur en situation de mort clinique. Pourtant, quelques signes peuvent se révéler par la suite très envahissants. Comment réagiriez-vous si soudain, du jour au lendemain, vos goûts commençaient à changer radicalement, comme si quelqu'un habitait en vous et prenait le contrôle de vos envies? C'est le récit incroyable et pourtant bien réel de certaines personnes ayant reçu une greffe. Du jour où elles reçoivent ce don qui sauve leur vie, elles commencent alors à ressentir fortement la présence d'un autre être dans leur propre existence. Être habité par quelqu'un d'autre, au point de ne plus savoir qui l'on est. De quoi devenir fou. Je ressentais une présence étrangère en moi, d'autres pensées, d'autres souvenirs. Et que penser quand des envies venues d'ailleurs se mettent à tout contrôler? Elle m'a dit « Oh oui, il donnait toujours des coups de pied !» Et c'est comme ça qu'il faisait. J'ai pensé « Voilà tout s'explique maintenant. » En quittant violemment le monde des vivants, ceux qui font don de leurs organes ne disparaissent pas tout à fait. Quelque part dans le corps d'un greffé, le donneur continue de vivre. Debbie Vega revient de très loin. Si les médecins ne lui avaient pas greffé un foie tout neuf, elle serait probablement morte. L'opération de la dernière chance. Ce jour-là, j'étais terriblement malade. J'ai failli tomber dans le coma. Dans ce cas, l'opération aurait été impossible. Comme tous les transplantés, Debbie Vega ne connaît pas l'identité de celui qui, en mourant, vient de lui permettre de continuer à vivre. Mais elle est loin de se douter que ce foie va changer le cours de sa vie. D'abord, elle se met à désirer des aliments qu'elle détestait avant. Au début, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais très vite, elle va faire le lien. 2 jours après la greffe, je dis à mon mari « Chérie, tu peux aller chercher pour moi des crackers au fromage et des cacahuètes enrobées de chocolat ?» Le plus surprenant, c'est qu'avant l'opération, je n'avais jamais eu envie d'en manger. Pendant 3 ou 4 mois, je n'ai plus pu m'en passer. Et immédiatement, j'ai pensé que cela venait de mon donneur. C'était peut-être ce qu'il aimait manger. Debbie n'a alors plus qu'une idée en tête, savoir d'où vient ce nouveau foie. Une infirmière de l'hôpital lui lâche une première information. Je lui ai dit « Je vous en supplie, dites-moi au moins si c'est un homme ou une femme, un garçon ou une fille. » Et là, l'infirmière m'a répondu « C'est un garçon. » C'est tout ce qu'elle m'a dit. Hantée par son donneur, elle se sent devenir quelqu'un d'autre, comme si une force inconnue prenait le contrôle de son corps. Elle se met à la pratique d'un sport très masculin, le kickboxing. J'ai vraiment commencé à me sentir plus forte. Et puis je suis tombée par hasard sur une publicité pour le Taebo. Je me suis dit « Waouh, c'est génial !» Au fond de moi, j'avais l'impression d'être à sa place. Je ne sais pas pourquoi. Il me fallait absolument connaître sa famille pour leur poser des questions et peut-être en savoir plus sur lui. Au bout de 2 ans de recherche, elle rencontre enfin la famille du donneur. Et là, c'est la révélation. Le propriétaire du foie s'appelait Howard, il avait 18 ans. Et ce qu'elle va apprendre sur lui est totalement stupéfiant. À ce moment-là, j'ai demandé à la sœur « Est-ce que Howie aimait le karaté ?» Elle m'a répondu « Effectivement, il en faisait tout le temps. Ça, c'est comme Howie. Ça aussi, ça s'explique. » Tout ce qu'il voyait à la télé, il essayait de le reproduire. Les mouvements de karaté, par exemple. Il raffolait aussi des crackers au fromage et des cacahuètes enrobées de chocolat. Il est là. Il est en train de s'exprimer dans son corps. Il fait savoir à tout le monde qu'il est encore en vie. Howard lui aurait également légué une passion toute nouvelle. Vous savez, la house music ou le rap n'était pas trop ma tasse de thé. Quand il m'arrivait d'en écouter, je n'étais pas très réceptive. Mais voilà que tout à coup, je comprenais toutes les paroles. Elle écoute la musique que Howie écouterait s'il était toujours en vie. Une fois, elle m'a dit « Oh, il faut absolument que j'aille acheter ce CD. » Je l'ai regardé, je me suis dit « Waouh, c'est complètement dingue !» Pour Debbie, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Elle comprend mieux ses nouvelles obsessions.
Plus fort encore, les deux sœurs racontent la mort de leur petit frère. Un soir, il a pris une arme et il a commis l'irréparable. Je n'oublierai jamais le jour où l'on m'a téléphoné. Ma mère m'a appelé avant tout le monde. Elle m'a dit « Howie s'est tiré une balle dans la tête ». La première chose qui me soit venue à l'esprit, c'est « Pourquoi je n'ai rien vu venir ?» Il était comme un roi pour ma mère. Un prince, voilà ce qu'il était. Le prélèvement d'organes est très vite décidé. On s'est tous réunis après sa mort et notre frère aîné nous a dit « J'ai décidé de donner tous les organes de Howie à la science et je suis ravie de cette décision. » Alors qu'elle ne porte que son foie, Debbie est désormais hantée par le jeune garçon. Et ce qu'elle raconte ensuite est presque de la science-fiction. Quand je me suis réveillée après l'opération, je me souvenais de mon rêve. Il y avait un jeune garçon et une jeune fille. Ils étaient latinos ou noirs, tous les deux. Ça m'a vraiment fait peur. Elle l'avait vu se donner la mort. Il s'est tué sous les yeux de sa petite amie. Ce jour-là, elle portait un t-shirt rayé. Elle a été la dernière personne qui l'a vu. Et quand Debbie s'est réveillée de son opération, elle a été capable de raconter à sa mère exactement ce qui s'était passé. La couleur du chemisier, la couleur des cheveux, le t-shirt rayé de la petite amie, tout y était. La précision des détails est frappante, mais Debbie se souvient d'une douleur qu'elle a ressentie ce jour-là. C'était plus qu'un rêve, comme si je ressentais ce qu'il avait vécu. Comme une vision au cours de laquelle j'étais frappée à la tête. Était-ce cela qu'avait ressenti mon donneur? Installé en Arizona, le parapsychologue Gary Schwartz recueille depuis 20 ans des témoignages de patients greffés, tous plus étonnants les uns que les autres. Il travaille sur la mémoire cellulaire et il a découvert que les tissus des cellules pouvaient transmettre des informations. À force d'étudier tous ces cas, de constater tous les changements qui s'opèrent chez les patients greffés alors qu'ils ne connaissent rien de leur donneur, il m'apparaît évident qu'une mémoire spécifique est transmise par le donneur au receveur. L'un de mes exemples préférés est celui d'un jeune noir de 17 ans qui a été tué alors qu'il se rendait à son cours de violon. Son cœur a été greffé à un homme, un ouvrier de 47 ans qui, subitement, s'est pris de passion pour la musique classique. Cette nouvelle sensibilité musicale semblait sortir de nulle part, et pendant des heures et des heures, il écoutait des airs classiques et était même capable de siffler certaines mélodies. Il disait que la musique apaisait son cœur. Un tel niveau de connexion dépasse largement un simple intérêt pour la musique classique. Encore plus édifiant, le cas d'une fillette greffée avec le cœur d'un jeune garçon et littéralement possédée par son donneur. Chaque nuit, elle faisait le même cauchemar. Son histoire fait froid dans le dos. Très inquiète, sa mère l'a emmenée voir un pédopsychiatre. Et après avoir longuement examiné la fillette, le médecin a constaté que les détails étaient si précis qu'ils provenaient probablement du donneur lui-même. Le cauchemar de la fillette est très précis. C'est un jeune garçon de 10 ans qui est assassiné. Exactement l'histoire de son donneur tué par un inconnu. Mais le plus incroyable, c'est qu'elle est capable d'expliquer où et quand a été commis le meurtre. Et surtout, elle fournit de précieuses informations sur le meurtrier et sur l'arme du crime. Ces informations ont ensuite été transmises à la police et ont permis d'arrêter le tueur qui a finalement été condamné.
À force de se pencher sur tous ces cas, vous vous rendez compte que ni la génétique, ni les effets secondaires des traitements anti-rejet ne peuvent à eux seuls expliquer ces phénomènes. Il faut donc explorer une autre piste, celle d'une transmission de mémoire. Pour expliquer cette incroyable mémoire des tissus cellulaires, le professeur Schwartz a monté un laboratoire. Grâce à ses expériences, il veut percer le grand mystère. Il affirme que le cœur produit 40 à 60 fois plus d'énergie que le cerveau. Cette énergie circule dans tout notre corps et véhicule des informations à nos cellules et à nos organes. Mais ce n'est pas tout. Le cœur peut aussi donner des informations à un autre individu à distance. L'énergie électromagnétique qui circule entre mon cœur et mon cerveau est également capable de circuler entre mon propre cœur et votre cerveau. Pourquoi? Parce que le signal électromagnétique émis par le cœur n'est pas stoppé au contact de la peau, comme si votre cœur servait d'antenne qu'il était capable de recevoir ce signal. Transplanté dans un nouveau corps, le cœur générerait un signal suffisamment puissant pour être perçu par le receveur. Il lui transmettrait des informations sous la forme d'émotions. L'émotion peut être considérée comme de l'énergie en mouvement. L'existence d'un lien biophysique est donc tout à fait plausible. La force de ce lien explique-t-elle l'incroyable histoire de Claire Sylvia? Depuis qu'elle a été greffée avec le cœur et les poumons de quelqu'un d'autre, elle porte une double personnalité. 15 années que son donneur s'impose au quotidien. De quoi bouleverser la vie de cette ancienne danseuse classique. Je n'ai pas été autorisée à connaître la famille du donneur, mais des choses en moi ont commencé à me renseigner sur cette personne. Son expérience, Claire la raconte dans un livre. Tout commence au lendemain de l'opération quand des journalistes viennent l'interviewer. Ils m'ont posé une question très profonde. Maintenant que vous avez bénéficié de ce miracle, quel est votre plus grand désir? Et j'ai répondu, je meurs d'envie de boire une bière. Cette envie venait de quelque part en moi. J'ai très vite pensé que mon donneur était peut-être un grand amateur de bière, mais c'était insensé, donc je n'y ai plus pensé. Et cet événement a été le début de l'aventure. C'était comme une lutte à l'intérieur de moi. Je pensais, je ressentais des choses particulières, comme une présence juvénile qui m'imposait de nouveaux goûts en matière de musique, d'alimentation et dans plein d'autres domaines qui me poussaient dans de nouvelles voies. Claire sait au fond d'elle-même qu'une seule personne peut expliquer ce qu'elle est en train de vivre. Elle ne tarde pas à se manifester dans ses rêves. Je me vois dans un champ en compagnie d'un jeune homme que je connais bien. C'est mon ami et il s'appelle Tim. Puis, il faut que je parte. On est proches, on s'embrasse et j'aspire son souffle et j'ai la certitude à ce moment-là que nous serons ensemble pour toujours. Et là, je me réveille totalement exaltée car je comprends que son cœur et ses poumons viennent de s'intégrer à mon corps. Je comprends surtout que l'homme apparu dans mon rêve est mon donneur et qu'il s'appelle Tim. Totalement perdue, elle fait appel à un spécialiste des rêves. Le psychologue Robert Bosnack est très touché par son histoire. Il l'aide même à retrouver le donneur. Un homme de 20 ans, prénommé Tim, mort dans un accident de moto. Claire comprend alors qu'elle n'est pas folle. La première chose que j'ai faite quand j'ai pu conduire à nouveau ma voiture, c'est de me rendre dans un fast-food pour avaler des beignets de poulet. Je n'en avais jamais eu envie auparavant. Et 2 ans plus tard, quand j'ai rencontré la famille de mon donneur, celle-ci m'a dit « Tim adorait les beignets de poulet. Il venait juste d'en acheter avant de mourir. On les a retrouvés dans la poche de son blouson. » C'est pourquoi je suis convaincue qu'il y a eu transmission de mémoire. Claire est alors devenue toute pâle, avant de virer au rouge écarlate, comme si cette mémoire l'envahissait et allait l'écraser. Je peux vous dire que j'en ai encore des frissons.
Et puis il y a ce moment bouleversant devant la tombe. Avec la famille, nous sommes allés voir le cimetière où était enterré Tim. Ce qui est incroyable, c'est cette inscription sur la pierre tombale. « Ensemble à tout jamais ». Ce sont les mots qu'il avait prononcés dans mon rêve. Exactement les mêmes quand il m'était apparu et qu'il m'avait dit son nom. Pour connaître celui qui habite son corps, Claire est allée jusqu'au bout. Elle a appris à aimer cet étranger pour mieux l'adopter. Aujourd'hui, elle accepte d'être ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, même si le mystère demeure. Ils m'ont ouvert le corps, ils ont enlevé mes organes vitaux. À ce moment-là, je ne sais pas dans quel monde je me trouvais. Il y a une zone d'ombre. Est-ce que j'étais morte? Ils ont mis ce cœur, ces poumons à l'intérieur de moi, ceux d'un étranger que je ne connaissais pas. C'est pour ça que je peux à nouveau respirer, que mon cœur peut battre encore, que je peux continuer de vivre. C'est totalement fou, c'est comme dans l'histoire de Frankenstein. On est loin de la créature du 19e siècle. Mais la greffe d'organes est plus qu'un simple geste mécanique. Le cœur notamment est lourd de symboles. Beaucoup de gens considèrent que le cœur n'est qu'une pompe et qu'il est donc très facile de le remplacer, que ce n'est que de la mécanique. Mais le cœur joue un rôle énorme dans notre littérature. Il est dominant dans le domaine de la poésie. Il est plus qu'un simple organe vital. Son influence est beaucoup plus complexe. Installé à New York, le Dr Oz est un grand ponte des transplantations cardiaques. Et pourtant, il est l'un des seuls à faire appel au paranormal pour opérer. Il est certain d'une chose, pour que la greffe soit un succès, le cœur doit accepter le nouveau corps. Un véritable travail psychologique assuré par une guérisseuse. La première fois que je suis entrée dans le bloc, j'ai eu du mal à travailler. Je n'osais pas placer mes mains au-dessus de la poitrine du patient, cela pouvait paraître ridicule. Mais la deuxième fois, personne ne regardait. J'ai placé mes mains au-dessus pour entrer en contact avec le nouveau cœur, pour lui dire qu'il allait intégrer ce merveilleux nouveau corps. À ce moment précis, la guérisseuse est touchée par une vision, celle d'une violente dispute entre deux femmes dans une voiture. Je ne savais rien et j'ai demandé au chirurgien « Où avez-vous trouvé le cœur ?» Il m'a dit qu'il y a eu un accident de voiture et qu'une mère et sa fille avaient été tuées dans l'accident. C'est le cœur de la jeune fille qui doit servir de greffe. Mais au moment de l'opération, il cesse de battre. La guérisseuse tente alors une chose incroyable. Je lui ai murmuré à l'oreille « Il faut que tu réagisses, il faut que tu permettes à ton nouveau cœur de se mettre en colère. » Ensuite, j'ai fait quelque chose d'inhabituel pour moi. J'ai apposé ma main au-dessus du drap chirurgical pour envoyer directement de l'énergie au cœur. Il s'est remis à battre. L'infirmière m'a dit plus tard n'avoir jamais vu un cœur revenir de si loin et aussi vite. Le phénomène tient presque du miracle, mais les faits sont là. Grâce au paranormal, le taux de réussite est plus élevé, les rejets moins fréquents. Julie a profondément changé la vie des patients qui ont eu affaire à elle. C'est quelqu'un de formidable. Et pour les malades, elle est un ange bienfaiteur. C'est pourquoi je crois en ses pouvoirs. J'ignore quels sont les mécanismes qui entrent en jeu. Et justement, c'est là le vrai défi. Le chirurgien espère convaincre un jour ses collègues du bien fondé de ces techniques, même si pour l'instant, il se sent un peu seul. Notre époque est convaincue que le cerveau domine toutes les sensations, toutes les pensées. Pourtant, si les cellules renferment de la mémoire, elle est certainement cachée quelque part dans le cœur, parce que le cœur est la fenêtre de l'âme. Ceux qui portent une greffe fondent beaucoup d'espoir dans ces initiatives. Je suis heureuse que des médecins prennent en compte les deux aspects, le scientifique et le spirituel, et qu'ils cherchent du côté de l'énergie. Ils contribuent à faire comprendre à la communauté scientifique ce que nous, les greffés, ressentons. Le donneur envoie son énergie comme les étoiles le font pour la lumière. Quand on regarde le ciel la nuit, ce que l'on voit, ce n'est pas la lumière, mais l'histoire de cette lumière. La lumière provenant d'une étoile et qui a traversé l'espace. Elle peut voyager des milliers, des millions ou même des milliards d'années. Et ce n'est que très longtemps après la mort de cette étoile que son énergie et ses informations parviennent jusqu'à nous. C'est la base même de l'astrophysique. Nous ne sommes pas différents de ces lumières qui nous viennent des étoiles, nous sommes juste plus petits. C'est un principe fondamental, à la fois compliqué et simple à comprendre. Mais on ne se pose jamais la question.
L'idée que l'énergie puisse survivre après la mort est une évidence pour cet homme, le médium John Edward. Il anime une émission télévisée sur une chaîne américaine. Ce jour-là, Debbie Vega est sur le plateau. Il ne connaît pas son histoire, mais il comprend qu'elle entretient un lien très fort avec quelqu'un. Vous avez 2 maris? Non. Mais vous avez été marié 2 fois. Non. Je vois 2 bandes intimement liées, comme 2 alliances de mariage. Vous devez avoir un ami qui a été tué, quelqu'un avec qui vous entretenez un lien sentimental et qui n'est plus de ce monde. Je peux vous le dire? Oui, mais il faut que vous compreniez ce que je dis. C'est forcément un petit ami ou un mari ou un proche. Comment l'avez-vous connu? Il m'a sauvé la vie. Parce qu'il me dit qu'il existe entre vous, je ne voudrais pas que votre mari se sente offensé s'il nous regarde, qu'il existe donc comme un lien très fort entre vous 2. J'ai été greffée. Je vis avec son foie. Qui avait pris cette décision après sa mort? Son frère. Il me dit qu'il approuve cette décision. Il vous remercie. Je sais qu'il n'avait pas décidé de donner ses organes, qu'il n'avait rien signé. Oui, il est heureux. Il se réjouit que vous ayez fait ça. Je n'ai jamais rencontré votre donneur, je ne le connais pas. Mais je sais que vous êtes unis par un lien d'amour tous les 2. Vous pouvez dire ça à la famille. Mon vœu le plus cher serait de prouver de manière irréfutable qu'il existe une vie après la mort. L'histoire de Debbie Vega montre que nous devons nous poser la question, qu'il faut chercher encore. C'est le principe même de la science. Les recherches menées avec des gens tels que John Edward, qui travaillent à l'encontre des idées établies, font avancer les choses. Seul un lien très intime peut expliquer une telle transmission d'informations. Ni médium ni médecin, Debbie Vega veut convaincre elle aussi. Elle a monté une association qui fédère plusieurs milliers de greffés du foie. Elle l'a baptisée Lola, comme le prénom de l'une des 2 sœurs de son donneur. Le choix est antérieur à leur rencontre, et là encore, tout le monde y a vu un signe. C'est l'œuvre de Dieu. Tu m'as donné une carte où était écrit Lola. Je ne t'avais jamais rencontré avant et je me suis dit, c'est une plaisanterie, elle se paie ma tête. Et puis tu m'as dit que tu portais le foie de mon frère. Et là, je me suis mise à pleurer. Tout le monde était en larmes dans la pièce. On s'est rendu compte que l'on était comme des sœurs. C'est totalement fou, je suis tellement heureuse. À chaque intervention publique, Debbie Vega lance le même message. N'ayez pas peur de votre donneur. Je vous demande d'accueillir Debbie Delgado Vega. Si personne ne parle de ce qu'il ressent, comment faire passer l'information? Comment en parler et comment faire taire les peurs? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Les changements ne sont pas automatiques, on ne devient pas pour autant la personne qui nous a légué son organe. Mais on ressent certaines choses, tout simplement. Cela n'arrive pas 20 millions de fois par jour. Je ne me prends pas pour Howard quand je marche dans les rues. Comme Debbie Vega, Claire Sylvia a enfin accepté la cohabitation. Elle en a même fait un atout. Tim est toujours avec moi. Il fait partie de moi. Il est intégré à mon corps. Et il est maintenant libre de faire ce qui lui plaît. Son esprit a quitté mon corps, mais il a laissé une empreinte qui ne me quitte plus. Toute ma vie, il sera mon héros, mon ange. J'ai appris il y a peu de temps que Howie avait un pseudonyme. Il se surnommait Life, la vie. Oui, il continue de vivre. Je pense qu'il aimerait que je dise ça. Lui dirait, c'est exactement ça, la vie continue. La vie continue et c'est là l'essentiel. Car les premiers greffés ne survivaient pas très longtemps. Aujourd'hui, ils mènent une existence normale. Et seuls 10% d'entre eux se disent habités par la mémoire de leur sauveur.